Bonjour Bernard Laponche. Bonjour. Vous êtes le référent, le scientifique du sortir du nucléaire en France. Pourquoi? Je ne suis pas spécialement le scientifique du sortir du nucléaire. Vous faites partie des gens qui ont le plus de connaissances pour avoir la part des choses. Et en tant que scientifique, vous n'avez pas de parti pris pour dire telle chose ou telle chose. Vous avez vous basez Non, sur si des vous réalités. voulez, bon, moi j'ai travaillé toute ma vie d'abord dans le nucléaire et puis sur les alternatives énergétiques, la transition énergétique, etc. J'ai conclu de tout ça que effectivement le nucléaire était pas acceptable à cause des accidents et à cause des déchets et de la prolifération. Donc trois raisons qui sont d'ailleurs les raisons que l'Allemagne a prises pour sortir du nucléaire. Et donc je travaille surtout sur comment organiser une sortie du nucléaire et avoir un système énergétique qui soit basé sur, d'une part, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire moins de consommation, consommer moins et consommer mieux, et les énergies renouvelables. Et je pense que c'est jouable au niveau mondial, c'est à peu près certain. D'ailleurs, il y a pas mal de pays qui sont sur cette trajectoire, et également en France, bien qu'on ait quand même beaucoup de nucléaire dans la production d'électricité. Et alors, 50 accidents en moyenne en France dans les centrales nucléaires qui sont bien évidemment tués au public pour des questions de sécurité et de confidence. Je parle de ce qui a été relâché dans la Loire, je parle du système électrique de la centrale de Bordeaux qui a été inondé pendant 3 jours et qu'ils ont eu le feu aux fesses parce qu'ils ne savaient pas si ça allait exploser ou pas, ils ne pouvaient pas le refroidir, enfin j'en passe d'autres et j'ai d'autres que je ne connais certainement pas. Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui? Est-ce que les centrales nucléaires aujourd'hui sont dangereuses? Oui, mais d'ailleurs c'est parfaitement reconnu, et c'est ça qui est intéressant, par l'autorité de sûreté nucléaire, qui dit l'accident grave est possible en France. Et donc il faut s'y préparer. Donc moi ça me suffit. Je n'ai pas besoin de. Mais comment on peut se préparer? Je veux dire, à partir du moment où ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire à part ça veut dire qu'il faut que les gens soient organisés pour l'évacuation. C'est-à-dire comme les Suisses, avoir un abri nucléaire dans sa maison, c'est dramatique ça. Peut-être qu'on en ira jusque-là, mais à partir du moment où l'autorité de sûreté dit que l'accident nucléaire est possible, alors qu'avant on disait il est impossible. Donc on pouvait dire, bon, moi je crois qu'il est impossible, donc tout va bien. Maintenant il est possible. À partir du moment où il est possible, ça veut dire qu'il peut se passer, par définition du mot possible. S'il peut se passer, on n'a qu'à regarder que donnerait un Fukushima en France. Bon, ça serait une catastrophe. Et donc je pense que, vu les centrales nucléaires telles qu'elles sont, cette technique n'est pas acceptable. C'est une technique qui produit de l'eau chaude, bon, à 300 degrés, c'est pas extraordinaire. Et on peut faire d'abord on peut consommer moins d'électricité et on peut faire de l'électricité avec des moyens beaucoup moins dangereux, voilà, qui produisent pas de déchets et qui sont du point de vue des risques absolument inférieurs. Donc voilà, finalement c'est très simple. Mais ça ne se fait pas pourquoi? C'est une question politique, c'est une question de lobby? Non, c'est pas un lobby, c'est la puissance. L'État est un État nucléaire. C'est-à-dire qu'à la fois on a l'arme nucléaire qui, soi-disant, nous procure un prestige extraordinaire au niveau international. Historiquement, c'est parti de Gaulle, mais ça a été poursuivi par tous les gouvernements. On a l'arme nucléaire, on a développé en lien avec cette question du nucléaire, mais petit à petit, on est passé à la construction de centrales nucléaires. On a l'ensemble des techniques nucléaires. La France est le pays le plus producteur de nucléaire au monde, en proportion. 75% de production de l'électricité, c'est absolument unique. Et donc ça devient une espèce de symbole qui n'a aucun sens de la grandeur de la France, de l'indépendance énergétique, sachant que tout l'uranium est importé. Il est importé du Niger et du Kazakhstan en particulier, dont on ne peut pas dire qu'on est dans des conditions aussi peut-être un peu douteuses. On va dire, et personne ne va vraiment voir les conditions de travail ni au Niger ni au Kazakhstan. Même les réacteurs, la cuve de EPR est fabriquée au Japon. Donc cette histoire d'indépendance énergétique est quand même invraisemblable. Et en plus, la première dépendance énergétique de la France, c'est comme pour tout le monde, le pétrole. Donc on se crée une dépendance avec le nucléaire, une dépendance qui est réelle puisqu'on importe l'uranium. Donc ça ne tient pas debout, mais c'est coriace. Et comme on est un pays extrêmement centralisé
avec un pouvoir d'État extrêmement fort. À partir du moment où la haute administration est pro-nucléaire, les cabinets des ministres sont pro-nucléaires, etc. Il y a des gens qui trouvent leur intérêt quand même. Faut pas, et on n'a pas affaire que des gens, des philanthropes. Il y a quand même des gens qui gagnent de l'argent là-dessus. Oui, mais c'est pas que l'intérêt. C'est beaucoup le goût du pouvoir. Le pouvoir et qui fait que si vous êtes dans la haute administration, il faut être pro-nucléaire, quoi. Même si par ailleurs vous pensez que quand même c'est pas terrible. Donc c'est une espèce voilà, c'est une espèce de consensus, même pas de la foi, une espèce de consensus, mais qui est très fort, quoi. Mais bon, on peut quand même dire qu'en termes de coût, le nucléaire en France, ça nous coûte cher. Si on prend l'exemple de Flamanville, où on est rendu à 8 milliards après quasiment 6 ans de retard. Ce qu'il faut reconnaître, si vous voulez, c'est que le premier programme nucléaire, celui qui est actuellement en construction, du point de vue économique, a été réussi. Bon, mais le prolongement de ce programme, d'une part, est risqué en termes de risque, c'est-à-dire que les centrales vieillissent. Les centrales qui vieillissent, elles ont de plus en plus d'incidents et on les connaît. C'est pas tellement que ce soit caché. Actuellement, on suit assez bien les incidents. Ils sont permanents. Et souvent des petites choses, mais des petites choses qui pourraient dégénérer. Donc moi je suis persuadé, l'autorité de sûreté du parc, que l'accident est possible, et vraiment au Blayais, c'est-à-dire en Aquitaine, la centrale du Blayais à la fin 99, la fameuse tempête de l'an 2000, on est passé très près d'un accident très grave. Et ça peut se reproduire. Il faut avoir une tempête plus importante et une marée plus importante. Ce n'est pas du tout invraisemblable. On n'a pas besoin d'un tremblement de terre fabuleux. Donc je pense qu'effectivement, le risque est réel et qu'il faudrait sérieusement mettre en place un programme d'arrêt des centrales nucléaires. Ça, c'est clair. Mais vous heurtez à cet État qui est pro-nucléaire, je dirais presque dans toutes ses dimensions, quoi. Alors si on qualifie l'énergie nucléaire d'énergie propre, parce qu'il y a très peu d'émissions de CO2, on se retrouve quand même avec des déchets qui sont plutôt embarrassants. Et la définition du nucléaire comme énergie propre est scandaleuse. Elle est impropre. non, mais c'est scandaleux. Bon, c'est pas une énergie propre, c'est une énergie qui produit des déchets et dans la machine elle-même est dangereuse et produit des déchets. Je veux dire, si vous avez une centrale à gaz, vous brûlez le gaz et puis c'est fini. Enfin, je veux dire, là, on produit de la chaleur, d'accord, à une température d'ailleurs pas très élevée, 300 degrés, on peut le faire avec beaucoup de choses. Et en plus, vous produisez ces produits radioactifs très dangereux, le plutonium, les actinides, etc. Et on ne sait pas comment faire. Donc on les stocke et puis en plus, on prétend les mettre au fond de la croûte terrestre, ce qui est encore plus scandaleux. Donc moi je considère que c'est une impasse et que plus vite on sort d'impasse, et mieux c'est clair. Et est-ce que vous imaginez que la COP21 puisse aborder ce sujet et mettre en place des solutions, puisque vous avez dit qu'a priori il y a seulement 10 gros pays dans le monde qui sont vraiment dépendants du nucléaire? Ce qu'on peut espérer, c'est que le nucléaire ne soit pas du tout considéré comme solution à l'effet de serre. Bon. Ce qui est quand même la thèse française, mais c'est à peu près, il n'y a que les Français qui disent ça. Oui. Le GIEC, j'ai fait des papiers sur cette question, le GIEC dit évidemment, si on prend comme seul critère l'émission de CO2, le nucléaire n'est pas, ou émet peu, il faut être raisonnable, mais il présente des inconvénients qui sont les accidents, les déchets, le risque de prolifération. Donc après, c'est aux citoyens et aux politiques de choisir et de dire, écoutez, on a bien d'autres solutions pour ne pas émettre du CO2 que de prendre une technique qui, par ailleurs, est extrêmement dangereuse et produit des déchets radioactifs. On a l'usine marémotrice de la Rance qui fonctionne depuis des années sans aucun problème. Après, elle est peut-être au bout de son système, mais bon, ça a été aussi... Non, mais les trois voies actuellement, c'est l'hydraulique, c'est l'éolien et le photovoltaïque. Je veux dire, ça peut déjà être suffisant dans beaucoup de pays. En France, on a beaucoup d'énergie renouvelable. On a la biomasse avec la forêt, avec les déchets agricoles. On a l'éolien, puisqu'on a le littoral extraordinaire, puis à peu près partout. Vous pouvez faire de l'éolien. Quelquefois, ça aura un rendement peut-être inférieur, mais comme les prix baissent, actuellement, l'éolien terrestre est
parfaitement compétitif sur le plan économique. Et puis vous avez le photovoltaïque qui, ces 10 dernières années, a connu des baisses de coûts incroyables. Et donc on peut faire du photovoltaïque absolument fait partout. en Chine quand même. Les panneaux sont faits en Chine. Et alors ils sont faits dans le problème de la Chine, c'est qu'on ne maîtrise pas les conditions dans lesquelles ils sont faits. Le photovoltaïque, c'est aussi l'utilisation du mercure, c'est aussi... Attendez, voilà. tous les portables... Non, non, mais... Oui, je suis d'accord avec vous sur... Non, mais ça suffit de nous expliquer que... Alors, ah là là, les panneaux photovoltaïques sont faits en Chine. Tous les portables sont faits à Taïwan ou en Chine ou je ne sais pas où. Tous les ordinateurs sont faits au portable en Chine. Tous les trucs... Bon, ça suffit, je veux dire. Et dans le prix que vous payez pour le photovoltaïque, le prix du panneau se réduit. Ce que vous payez, c'est le montage, la main-d'œuvre, etc. Donc, ben oui, on achète des panneaux photovoltaïques en Chine. Cela dit, si on voulait les faire chez nous, ça ne pose aucun problème. On les a fait chez nous, mais la deuxième société française qui les a fait... Oui, mais si on voulait les faire, parce qu'on se dit la Chine ne le fait plus ou je ne sais pas quoi, on peut le faire. Ce n'est pas une technologie invraisemblable. Donc, bon, on achète des panneaux photovoltaïques en Chine. Bon, et alors, est-ce que la première solution, c'est pas, comme disent les paysans, c'est de dépenser moins, d'être vigilant sur la consommation? Que je vous ai dit, la première chose, c'est de réduire les consommations. D'ailleurs, dans la loi de transition énergétique, qui est souvent décriée et pour certaines raisons, il y a quand même un objectif qui est historique, c'est le fait de réduire la consommation d'un facteur 2 d'ici 2050 et de 20% d'ici 2030. Ça veut dire de l'isolation des bâtiments, ça veut dire des transports collectifs, ça veut dire des économies sur l'électricité. Si vous faites des économies d'électricité, comprenez bien que ce sera plus facile de faire ça avec du renouvelable que si vous continuez à consommer l'électricité comme un malade. Alors moi je pense que cette histoire des économies d'électricité devrait vraiment être un objectif au niveau des militants, des citoyens et des ONG, de se donner cet objectif parce que c'est quand même c'est le premier acte qu'on peut faire. C'est un acte citoyen, en fait. Voilà, économiser l'électricité. Et puis vous avez aussi l'Enercop qui vous permet d'avoir de l'électricité d'origine renouvelable. Donc on ne peut que convaincre les gens d'adhérer à Enercop. Vous avez l'association Énergie Partagée Énergie Partagée avec une branche association, une branche soutien aux investissements qui intervient dans les investissements, dans le financement des projets citoyens. Bon, ben voilà, on a des moyens au niveau de la société civile de développer ces choses-là. Économie d'électricité, Enercop, énergie partagée, des projets citoyens d'économie d'énergie, des projets citoyens d'éoliennes ou de photovoltaïque. Donc il n'y a pas que les décisions au niveau de l'État, il y a aussi tout ce qui peut être fait au niveau d'une ville, d'un quartier, d'un groupe de citoyens. Et donc ça a beaucoup évolué, si vous voulez, sur ces 20 dernières années. C'est-à-dire que vraiment, de plus en plus, on peut développer des solutions énergétiques, à la fois sur la consommation et sur la production, qui soient décentralisées et qui dépendent des gens. Et ça, cette prise de conscience, elle est assez faible. C'est-à-dire on a été tellement habitués à ce que tout ça vienne d'en haut, l'électricité, elle vous arrive sur le compteur, et puis bon, finalement, vous n'avez pas... C'est pas votre faute si c'est des photovoltaïques ou éoliennes ou nucléaires. Et bien là, on peut vraiment s'impliquer là-dedans et de dire, bon, moi, on économise l'électricité. Alors, plus c'est collectif, mieux c'est. Parce que si vous faites tout seul des économies d'électricité, c'est bien. Mais si vous arrivez à les faire au niveau de votre territoire ou au niveau de votre ville, c'est encore mieux. Et puis, avoir la production d'électricité renouvelable. Bon, et l'intérêt, vous ne pouvez pas vous payer une centrale nucléaire. Par contre, vous pouvez payer un parc éolien. Vous avez écrit plusieurs livres d'ailleurs. Quel est votre dernier titre, M. Bernard Laponche? J'en ai pas écrit beaucoup, mais enfin j'en ai écrit sur la maîtrise de l'énergie avec ICE, qui était l'efficacité énergétique pour un monde vivable, qui était vraiment la façon de faire. C'est un bouquin basé sur notre travail. Et puis on a écrit avec Benjamin dessus. Après j'ai écrit un petit bouquin pour le pommier qui s'appelle Maîtriser la consommation d'énergie, justement, pour en remettre une louche. Et puis avec Benjamin dessus, on a écrit Au seuil, en finir avec le nucléaire. Pourquoi et comment? Voilà, les deux. Donc au travail. Monsieur Bernard Laponche, merci beaucoup pour vos réponses à 2012.